Bonjour et bienvenue pour cette troisième partie sur les âges clandestins avec mon invité, le docteur Bruno Dubos, qui est un véritable maître Yoda des habiletés relationnelles. Et d'ailleurs, la preuve, comme dans Star Wars, j'ai ramené mon sabre laser. On y va ? Et alors, ce qui m'a beaucoup intriguée, il y a deux choses qui sont peut-être pas en lien, mais les questions que je veux te poser sont dans ma tête en lien. Un âge clandestin de vieux qu'on n'a pas encore à notre âge. Alors ça, tu vas nous en parler. Et aussi la mobilisation en ressources d'un âge clandestin qu'on n'a pas encore expérimenté. Okay. Parle-moi de l'âge clandestin vieux et comment on chasse le vieux. Oui. Le vieux qui retord. Alors, tout à fait. Oui, alors les âges clandestins de vieilles personnes, c'est quelque chose d'assez fascinant parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on peut assez aisément le comprendre. Nos âges clandestins s'appuient sur des expériences antérieures qu'on a vécues avant. De petits, d'adolescents, de jeunes adultes, et puis même quand on a 40 ans, d'adultes de 20, etc. Et c'est assez aisé à comprendre puisque ça s'est déjà produit avant. C'est des expériences antérieures qui ont déjà eu lieu. Et donc là, jusque-là, pas de problème. En revanche, on peut aussi installer des âges clandestins d'âges que nous n'avons pas encore. Ah, ça, je comprends pas. Et c'est quelque chose d'assez fascinant. Et en fait, on a dans nous la possibilité d'intégrer corporellement des états corporels et émotionnels d'âge que nous n'avons pas encore. C'est-à-dire qu'on a à la fois dans notre cerveau et dans notre corps quelque chose dont vous avez probablement entendu parler un peu, beaucoup pour certains qui s'y intéressent, c'est le neurone miroir. Oui. Alors on a, c'est encore des choses qui sont de l'ordre de la recherche, mais on a pensé longtemps que les neurones miroirs, ils permettaient aux enfants, aux nourrissons et aux enfants d'apprendre à mettre des émotions sur des expressions de visage. C'est vrai, mais ça va beaucoup plus loin que ça, puisque ça va jusqu'à l'ensemble du corps en relation. Ce n'est pas simplement une histoire de visage. C'est-à-dire que nos neurones miroirs permettent de décoder l'ensemble des postures corporelles, pas que le visage. Parce que les neurones miroirs, je vais te couper Bruno, dans mes souvenirs de mon master de neuropsycho, c'est vraiment des souvenirs, hein, donc tu me rattrapes si c'est pas bon. J'avais entendu que c'était des chercheurs qui faisaient des recherches sur des singes. Oui. Et en fait, il y avait des singes, donc il y en avait un qui avait des capteurs. Et donc, il y avait c'était un chercheur d'ailleurs, qui mangeait une banane, je crois. Et ils se sont aperçus, comme ils avaient laissé les capteurs qui étaient pour une autre expérience, pas pour l'expérience de neurones miroirs, parce qu'ils ne connaissaient pas encore, ils avaient vu qu'il y avait une réaction du singe qui... comme s'il mangeait la banane. C'est ça, pas seulement saliver, hein, comme s'il mangeait la banane. Oui, d'où l'hypothèse des neurones miroirs qui fait que nous synchronisons en fait nos expériences en phase. Et qu'en fait ces neurones miroirs vont bien au-delà de cette expérience-là, parce que les recherches continuent à se développer. Et en fait, alors ces neurones miroirs, ils sont dans le cerveau, mais on en a dans le corps aussi. Les neurones miroirs dans le corps. Oui, c'est-à-dire que notre corps est capable, ainsi que notre cerveau, les deux, parce qu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre, sont capables de lire une posture corporelle dans son ensemble, du corps de l'autre. Pas simplement, quand on voit quelqu'un, on a la possibilité de lire et de sentir dans soi son attitude corporelle. Oui, et c'est ressenti. Et c'est ressenti, ce qui fait que certaines personnes peuvent nous mettre mal à l'aise, etc. Et que les neurones miroirs participent, comme je disais tout à l'heure, à la synchronisation aussi, puisqu'effectivement, ils permettent de se synchroniser corporellement. Mais au-delà de cette synchronisation, très tôt, on incorpore notre corps et notre cerveau, intègrent des attitudes, pas des comportements, simplement des attitudes corporelles qui ne correspondent pas à notre âge réel. C'est-à-dire que, par exemple, une petite fille, quand elle met des chaussures à talons, je caricature, de sa maman, ou qu'elle se maquille, ou qu'elle fait des trucs comme maman, en fait, elle mobilise ses neurones miroirs, elle observe sa mère,
et elle se met comme elle. Alors elle ne pense pas à se mettre comme elle. Elle se met comme elle, point. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelque chose, encore une fois, qui n'obéit pas à quelque chose de l'ordre de la volonté. Je vais faire comme maman, ça se fait. Ça se fait. D'où ce que tu dis, à ce moment-là, c'est une intégration, Oui. une incorporation. C'est une intégration, une incorporation. D'un âge clandestin qu'on n'a pas encore. Qu'on n'a pas encore, mais qui est vécu. Qui est, comment on va dire, un peu en attente. En attente. À l'intérieur, et qui, lorsque le contexte et que la maturation neurologique, corporelle, émotionnelle, relationnelle sera OK, et ben ils vont se mobiliser. C'est ça. On sait aujourd'hui que la grande partie de nos apprentissages relationnels fonctionnent par mimétisme et pas par la pensée, ni par la parole. C'est-à-dire que les adolescents, les jeunes adultes, les enfants, les préadolescents prennent appui par mimétisme sur les autres qu'ils voient autour pour développer leurs propres habiletés corporelles, émotionnelles et relationnelles. Ça a été prouvé, il y a plein d'études assez intéressantes dont je parle un peu dans le livre sur des études qui ont été faites sur des campus américains notamment qui sont assez marquantes. Et donc, pour revenir à cette histoire-là, si on a la possibilité, dès notre plus jeune âge, d'incorporer, d'installer corporellement à l'intérieur de nous des états corporels d'âge qu'on n'a pas encore, et ben on fait le même avec les personnes âgées. C'est-à-dire que très tôt, on a la possibilité de voir des personnes âgées. Pour un enfant, quand je dis personnes âgées, c'est très relatif parce que ça dépend de l'âge qu'on a. Pour un enfant, je suis vieille. Pour un enfant, voilà. Mais néanmoins, on intègre sans même s'en rendre compte des attitudes corporelles de personnes âgées. Et cette incorporation-là par mimétisme est encore plus puissante si on a des liens affectifs forts avec des personnes âgées. C'est-à-dire un grand-père, une grand-mère, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, ou même un voisin. Donc on incorpore encore plus, parce que les neurones miroirs sont mobilisés, là encore, par l'affect et la relation. Donc il y a quelque chose de très distancié, mais plus il y a un lien, plus les neurones miroirs fonctionnent. C'est-à-dire plus on incorpore, plus il y a un lien affectif, plus on incorpore. C'est-à-dire que, et donc pour les personnes âgées, par exemple un enfant dont les grands-parents ont vécu à la maison, par exemple, ou qui les voit 3-4 fois par semaine, intègre corporellement l'état d'une personne âgée. Donc ça c'est la première chose. Mais que bien évidemment, ça en soi, c'est tout à fait ordinaire. Il faut 2 autres conditions. Donc ça, on le fait depuis qu'on est tout petit. Et ça reste, comme on disait tout à l'heure, et c'est normal. Et ça peut rester, et ça reste dans nous jusqu'à notre mort. Enfin, je veux dire par là, sauf qu'à un moment donné, notre avancée en âge fait qu'il y a un moment où ce que l'on a incorporé d'une personne âgée correspond à l'âge qu'on a réellement. Et ça se fait de façon ordinaire. D'accord. Là où ça pose problème, c'est que lorsque l'on a incorporé une personne âgée, et on le fait tous de façon tout à fait ordinaire, il faut d'autres conditions pour que des personnes âgées prennent possession de nous. La deuxième condition, c'est une condition qui cette fois n'est pas corporelle, mais très cognitive, qui est d'avoir des représentations psychiques négatives de la vieillesse. C'est-à-dire, la vieillesse est triste, la vieillesse est de la déchéance, la vieillesse c'est l'horreur. Parce que la vieillesse en soi n'est ni une déchéance, ni une victoire. Ça dépend du contexte, de comment les gens le vivent, et aussi ce qui en est dit. Alors quand je dis ce qui en est dit par l'entourage proche, ce qui en est dit par la société, par le contexte groupal et sociétal dans lequel on vit, qui valorise ou pas l'état de vieillesse. Ça peut être quelque chose de très positif, où on a de la sagesse, de la solidité, de la force de l'expérience. Et là, c'est plutôt sympa. Mais ça peut être aussi, vieillir, c'est triste. C'est pas beau la vieillesse. Vous voyez ? Et qu'à partir du moment où il y a à la fois une incorporation, et celle-là elle est physiologique pour tout le monde, et que dessus on met
viennent se greffer des pensées, des représentations psychiques de la vieillesse. C'est un truc terrible. Là, les conditions sont réunies pour que une vieille personne puisse prendre position de nous. Et la troisième condition, pour que ça se produise, il faut un contexte, comme d'habitude, un contexte sensoriel. Et le contexte sensoriel, c'est un contexte dans lequel on va se retrouver corporellement limité. Par exemple, on a 45-50 ans, 50 ans n'est pas vieux, a priori, on a une maladie qui nous maintient au lit, qui nous rend raide, qui nous fait nous voûter, qui nous fait nous ralentir, qui nous fait marcher à petits pas, qui nous fait trembler, etc. Et là, immédiatement, s'il y a ça, notre incorporation d'une personne âgée va connaître ce truc-là. Si en plus il y a des représentations de vieillir, c'est la tristesse, immédiatement, et ben on se met à vieillir de façon accélérée. Et ça, c'est ce que des gens appellent le coup de vieux, mais en fait c'est pas un coup de vieux en fait. Oui, mais c'est toujours en lien avec un contexte. Maladie. Eh ben, les maladies, oui, c'est toujours en lien avec un contexte. Et les contextes, c'est un contexte qui affaiblit le corps, ou qui le met dans des sensorialités qui ressemblent à celles d'un vieux. Pour le sujet en question. Et après, il peut le conserver. Et il le conserve. Et du coup, petit à petit, cette vieille personne-là va se mettre à prendre de la place, à occuper tout l'espace interne, va se mettre à alimenter les sensations, les pensées, la vision du monde. Et je vois ça beaucoup, et on voit ça beaucoup dans plein de processus, notamment dans des processus douloureux qui durent, des maladies qui durent. C'est comme si les gens vieillissaient de façon prématurée. Donc les douleurs chroniques. Par exemple, tout à fait. Par exemple. Et qu'il y a une expression qui dit, depuis son divorce, il a pris un coup de vieux. Oui, il y en a qui rajeunissent. Et il y en a qui rajeunissent, tout à fait. Parce qu'ils récupèrent, on en parlait tout à l'heure, quelque chose d'une expérience positive, non pas de la séparation, mais de la liberté, de l'autonomie, du machin, tout ça. Et on récupère, souvent, ces chaînes d'expérience-là ne sont pas portées par des âges clandestins de 40 ans, elles sont portées par des âges de... Voilà. Mais ça peut être aussi à l'inverse. Je me sens froid dedans, je me sens tout raide, je suis fatigué. Et là, si effectivement il y a, je dirais, cette incorporation d'une personne âgée avec des représentations de la vieillesse défavorables, immédiatement, il va prendre de la puissance. Est-ce qu'on peut faire grandir un âge qu'on n'a pas développé? Alors, ça c'est une très bonne question parce que c'est au cœur même du processus de thérapie, c'est-à-dire que pour développer des âges clandestins qu'on n'a pas encore une fois, on peut pas, c'est pas parce qu'on les pense qu'on va les développer. Donc ce qui signifie qu'il va falloir faire des expériences, à la fois sensorielles, émotionnelles, pour pouvoir installer des âges clandestins qu'on n'a pas encore. Ces expériences-là, c'est pas forcément besoin d'être des expériences qu'on fait dehors, très compliquées. Ça peut être aussi dans un cabinet de thérapeute, où on va expérimenter des sensations corporelles, des attitudes, des moments où on va développer des nouvelles compétences, du nouveau savoir-être et du nouveau savoir-faire, sur lequel on va pouvoir effectivement installer un âge clandestin qu'on n'avait pas encore et qui peut tout à fait permettre de continuer le cours de sa vie. Du coup, il n'est pas clandestin. Mais du coup, il n'est pas clandestin, il n'est pas fait. Donc il est un âge qu'on installe et qui fait partie de notre chaîne de compétences. Peut faire partie de notre chaîne de compétences. Mais ça s'appuie toujours par une expérience qui doit passer par le sensoriel, parce que si on passe par les pensées, penser un âge, c'est pas ce qui permet de l'avoir. C'est ça. Et tu disais qu'on a la nécessité de mobiliser de façon, nos habiletés corporelles, émotionnelles, relationnelles, de façon fluide, de façon, avec beaucoup d'adaptabilité.
et notamment dans les relations de couple, les relations amicales. Et moi, je m'étais posé la question de savoir, ah oui, habilité érotique aussi, je l'avais noté, et je voulais savoir, donc il faut que ce soit souple, Oui. Il faut que ce soit adapté au moment. Oui. Et quelles sont-elles, ces habiletés? C'est quoi, en fait? Tu parles de quoi? Quand on parle d'habileté au sens large du terme, au sens large, c'est du savoir-être et du savoir-faire, à la fois dans son corps et dans ses émotions et dans la façon dont on pense la relation. Nos savoir-être, notre savoir-être et notre savoir-faire corporel, c'est la façon dont on va mobiliser, mettre en mouvement son corps, et là je ne parle pas de l'esprit, comment on met son corps en mouvement, dans nos intentions relationnelles. C'est-à-dire quand on va vers quelqu'un ou quand on accueille l'autre. Et ça, on n'en est pas conscient. Absolument. Donc, on peut être complètement maladroit, arriver, voir quelqu'un avec un âge clandestin qui prend toute la place, hein, c'est ce que tu disais, et du coup, ça peut bloquer la relation. Ou alors, on peut justement être très habile, donc là, on ne sait pas si on est habile ou non. C'est pour ça que je te pose la question. Eh bien, c'est en fait, on ne sait pas si on est, entre guillemets, suffisamment compétent, avec suffisamment d'habileté de mettre notre corps en mouvement aller vers l'autre ou recevoir ce que l'autre nous donne, nous amène, avec les émotions que ça produit. On ne peut pas savoir si on est compétent ou pas, mais on peut le sentir. C'est-à-dire que lorsque on est dans de bonnes habiletés pour le contexte qui est le nôtre, toujours en fonction du contexte, et l'habileté. À ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? On est tranquille et on est en sécurité. Si on n'est pas tranquille et en sécurité, c'est soit que c'est qu'on n'arrive pas à synchroniser avec l'autre, soit parce que lorsqu'il vient vers nous, notre corps, nos émotions et nos pensées ne sont pas suffisamment à même d'accueillir ce que l'autre donne, et du coup ça nous met tout de suite en insécurité. Ou à l'inverse, si nous on va vers l'autre et qu'on est limité dans nos possibilités à la fois corporelles, émotionnelles et de penser la relation, et qu'on est limité, on va aussi être en difficulté pour aller vers, et du coup cela va faire venir de l'insécurité. Oui, parce que... Et c'est comme ça qu'on sent si on est, entre guillemets, alors j'aime pas trop le terme, enfin si on est suffisamment habile corporellement, émotionnellement et relationnellement dans un contexte donné. Parce que ça a toujours une valeur contextuelle. On ne mobilise pas, comme je disais, les mêmes habiletés corporelles, émotionnelles et relationnelles quand on va chez le boulanger, avec son patron ou avec son partenaire. Oui, ça c'était une question que j'avais. Je me disais, alors, quand je suis avec des amis, ce ne sont pas donc, des amis, alors ça dépend quels amis. Si ce sont des amis avec qui je vais faire je sais pas, un dîner, etc., ou si je vais danser, ce n'est pas les mêmes habiletés. Non. Je ne mobilise pas les mêmes âges clandestins non plus que si je rentre dans une relation amoureuse, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et ça dépend du moment où j'ai eu mal, hein, et vous aussi, parce que là je ne parle pas de moi en fait, ça dépend du moment où on a eu nos premières expériences du domaine en question. Domaine, et éventuellement d'autres expériences après, mais qui ont été suffisamment fortes, sensoriellement et émotionnellement, pour qu'elles installent... et pas forcément bonnes, fortes, c'est ça que tu veux dire. Fortes, et c'est ça, c'est à la fois ce qui est très positif et qui peut poser problème, c'est que des expériences fortes mais désagréables sont tout aussi mobilisables en fonction du contexte. C'est pour ça que, par exemple, certaines personnes, dès qu'ils font une rencontre, c'est de toute façon, je me méfie, de toute façon, je suis méfiant, de toute façon, il faut que je fasse attention, de toute façon... Mais c'est forcément installé avec une chaîne d'expérience, et c'est dans la rencontre un âge clandestin qui est dépositaire de cette expérience-là, qui à ce moment-là j'ai une question un peu précise. J'ai une amie qui se reconnaîtra, qui rencontre tout le temps, enfin qui tombe amoureuse, c'est pas qu'elle rencontre, qui tombe amoureuse d'hommes mariés. Oui.
Et elle m'en parlait, je me demandais pourquoi. Et là, je me dis, bah, c'est peut-être un âge clandestin. Rencontrer des hommes mariés, c'est rencontrer des hommes pas c'est pas disponibles. rencontrer, c'est elle tombe amoureuse. Oui. Parce qu'on rencontrait, on en rencontre des hommes mariés, heureusement. Les pauvres. Tomber amoureux d'hommes mariés. À chaque fois, il n'est pas disponible. Oui, c'est tomber amoureux d'hommes qui sont pas disponibles. C'est ça. Pour une relation suivante. C'est ça. Est-ce que c'est un âge clandestin? Ou est-ce que c'est le fait qu'elle ait pas sa place, par exemple? Mais c'est une question d'âge clandestin aussi. Mais oui, c'est-à-dire que forcément, au moment où elle rencontre cet homme-là, même si elle ne sait pas forcément qu'il est marié ou pas marié, enfin c'est pas écrit forcément sur le front marié ou pas marié, même si je pense qu'elle doit le savoir assez vite, mais des fois, on ne sait pas toujours. On ne sait pas. Néanmoins, encore une fois, on va forcément mobiliser un âge clandestin parce que l'enjeu de la rencontre va mettre en mouvement cet âge clandestin-là. Et que je peux faire l'hypothèse que l'âge clandestin qu'elle mobilise à ce moment-là doit assez bien convenir à des hommes mariés. Oui, d'accord, je vois. Et ce qui fait que du coup, ça s'auto-alimente en fait. Et ça s'auto-alimente. Ouais, ok. Et quels peuvent être les défauts d'adaptabilité? Eh bien, les défauts d'adaptabilité, en fait, c'est que, comme je disais tout à l'heure, nos âges clandestins ont tout un tas de compétences. Néanmoins, il y a, on va dire, trois grands contextes où on se retrouve en défaut d'adaptabilité. C'est quand on a des âges clandestins quand on n'a pas vécu certaines expériences sensorielles, émotionnelles et relationnelles, qui fait qu'on a certains âges clandestins que l'on n'a pas installés. D'accord. Ce qui fait que dans certains contextes, amoureux ou professionnels, ou amicaux, ou familiaux, ou tous, ça dépend. Ouais. À chaque fois qu'il va y avoir un enjeu affectif, l'âge clandestin qui va se mobiliser, c'est le plus compétent de ceux qui existent. Et là, du coup, on est dans un problème de rigidité, puisqu'il ne peut plus y avoir d'adaptabilité, puisqu'il y a des expériences qui n'ont pas été faites. Et donc, forcément, comme elles n'ont pas été faites, les gens ne peuvent pas, dans ce moment-là, mobiliser un âge clandestin qui n'existe pas. Donc, ils utilisent toujours le même. Et comme ils utilisent toujours le même, là où c'est difficile, ça, c'est que notre société fonctionne par rapport à des compétences supposées acquises, par rapport à notre carte d'identité, pas par rapport à notre état. C'est-à-dire qu'on est censé, à 40 ans, être capable de... À 30 ans, on est capable de... C'est des représentations sociales. Oui, c'est des espèces de normes. Ouais, même si on peut dire que les normes, c'est épouvantable, j'entends bien, néanmoins, dire qu'elles sont épouvantables ou pas épouvantables n'enlève en rien le fait qu'elles existent. Elles existent parce que nos sociétés, nos représentations sociales de la société, alors ça bouge beaucoup, mais néanmoins, il y a énormément de normes. Et qu'on attend de l'autre des compétences qu'il est supposé avoir, non pas par rapport à son état, mais par rapport à son âge. Donc, quand les deux collent, tout va bien, super. Quand ça ne colle pas, c'est plus problématique. Et ces normes-là, elles sont extrêmement puissantes, quoi qu'on en dise. Il suffit, je donne cet exemple-là, mais il est assez marquant. Certains et certaines d'entre vous fréquentent les sites de rencontres, quel que soit le site. Et sur les sites de rencontres, il y a des profils. Et sur les profils, on marque un certain nombre de choses de notre profil. Et il y a un profil qui allume tous les warnings en 3 secondes. Homme, 45 ans, célibataire, jamais marié, pas d'enfant, vivant chez ses parents, cherche femme pour faire un couple. Vous voyez ? Voilà. Et là, tous les warnings... Vivant chez les parents, moi qui m'arrêterais. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Voilà. Parce que, encore une fois, à 45 ans, on est censé avoir fait un certain nombre
d'expérience, dont c'est de ne plus être chez les parents. Est-ce qu'il y a une loi qui oblige les gens à partir de chez les parents? Désolée pour tous ceux qui écoutent et qui habitent encore chez leurs parents. Mais ça n'empêche que, d'un point de vue sociétal, il y a une espèce de norme qui, là encore, est une norme implicite, qui n'est pas dite mais qui existe, qui est qu'on est quand même censé... un petit peu. Voilà. Un petit peu. Et que, comme on est effectivement en permanence en attente par rapport à nos attentes et à nos besoins, on a aussi des attentes qui peuvent être légitimes d'un adulte, si on est adulte et qu'on attend d'être en relation avec un adulte. Et quand on regarde sa carte d'identité, à 45 ans, on est censé être adulte. Même si, aujourd'hui, c'est quoi être adulte, ça reste un truc compliqué. Ou ça dépend. Si on s'amuse à créer des châteaux de sable avec son enfant, on n'est pas forcément adulte. Non, mais c'est encore une fois souple et fluide. Et c'est ça. Un moment. Et un moment. C'est un moment. Le problème, c'est que si, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on a certaines expériences sensorielles, émotionnelles et relationnelles n'ont pas été vécues, n'ont pas été expérimentées, n'ont pas été développées, et ben on ne peut pas les mobiliser puisqu'on ne les a pas. Même si on est censé, d'un point de vue sociétal, les avoir. Et donc, forcément là, c'est une mobilisation d'âge clandestin qui est rigide, qui est plus adaptée au contexte. Et que, et ben, du coup, ça crée des distorsions relationnelles et ça peut mettre les gens en difficulté alors qu'ils veulent que ça aille mieux. Enfin, c'est pas le problème de volonté, encore une fois. Donc ça, c'est un premier contexte qui est assez fréquent et qui est grand pourvoyeur de problématiques physiques, mais aussi psychologiques. D'anxiété, de dépression, de problèmes de douleur, de problèmes sexuels, de problèmes en termes de symptomatologie. Le fait de se retrouver en situation de défaut de savoir-être et de savoir-faire, ça nous met en grande insécurité. Y compris douleur, etc. Parce que j'ai entendu douleur, hein, ça m'a interpellée. Oui, tout à fait. Ça peut mobiliser en termes de symptômes. Les symptômes, sont multiples. Et les symptômes peuvent être multiples, mais c'est des manifestations de cette insécurité-là, fondamentale, sur je suis en défaut de savoir-être et de savoir-faire. Alors, c'est pas pensé comme ça, c'est je me sens pas bien. C'est je me sens pas bien. Voilà. Et je me sens pas bien, et ça peut prendre plein de formes différentes. Donc ça, c'est le premier contexte dans lequel des âges clandestins sont désynchronisés et puis comme on va dire, pas plus adaptés ou pas adaptables, c'est plus fluide, ça devient rigide. C'est-à-dire que la réponse est tout le temps la même, il se passe tout le temps les mêmes choses, les ressentis sont les mêmes, les conséquences sont les mêmes, l'histoire se finit pareil, enfin ça tourne en boucle. Et donc, ça c'est un premier contexte. Le deuxième contexte que l'on voit dans lequel les âges clandestins sont très impliqués, c'est ces histoires de ce que j'appelle de prématuration, c'est-à-dire un âge clandestin qu'on n'a pas encore. Prématuration? Oui, c'est-à-dire qu'on est plus grand, on est en situation d'être plus grand que ce qu'on devrait être. C'est ça, c'est ça. Et donc il y a cette histoire d'âge clandestin de vieilles personnes, mais il ne faut pas perdre de vue que des enfants peuvent installer des âges clandestins d'adultes quand ils prennent soin de leurs parents. Voilà. Et que là, c'est tout aussi problématique, pour une raison simple, c'est que quand on est enfant, on a besoin de faire des apprentissages d'enfants, et que quand on est obligé de faire des apprentissages d'adultes, on va privilégier les apprentissages d'adultes parce que les parents ou peu importe sont en difficulté, et on va toujours privilégier ça au détriment de nos apprentissages d'enfants. Et le fait que si on ne les fait pas, ça peut peser lourd plus tard. Ça a beaucoup d'impact. Donc ça peut avoir beaucoup d'impact. Alors je ne suis pas en train de dire que lorsque vous partez, vous absentez de la maison pendant 3 jours et que vous dites à votre fils tu prendras bien soin de ta mère, c'est pas une prématuration. Je veux dire par là que tout le monde sait, c'est-à-dire que le petit garçon ou la petite fille elle est super fière et en même temps la mère en question elle n'est pas en perdition, tout le monde est d'accord et ça roule. Ce dont je parle, c'est même pas dit tu vas prendre soin de ta mère, c'est l'enfant qui repère qu'un de ses deux parents ou un frère ou une sœur ou les deux qui sont en difficulté. Et il est, comment on va dire, quasiment sollicité pour répondre
à prendre soin, à protéger, à passer du temps avec, etc. Or, ça oblige à être plus grand qu'on est. C'est clair. Et donc, c'est très problématique. Donc ça, c'est le deuxième contexte où il y a donc de la rigidité, du coup. Sachant que, du coup, ces moments de parentification, là où des enfants s'occupent de leurs parents, ça peut donner après des défauts de savoir-faire. On l'a vu au début, tout à l'heure. S'il y a des trucs qu'on n'a pas appris, il y a moi je vois des gens, ils sont incapables d'être dans la légèreté. Oui, mais s'ils ne l'ont jamais expérimenté. C'est ça. Ils ne peuvent pas avoir installé des âges clandestins où il y a de la légèreté, de l'insouciance, où on gambade dans la nature, on regarde les papillons, et voilà, c'est pas possible. Parce que ça n'a jamais existé. Et ça peut peser lourd, pas sur le moment, après. Quand il peut y avoir un moment donné besoin de légèreté. Oui, parce que tu dis, alors, vous ne le savez pas encore, je vais vous l'apprendre, Bruno Dubos dit « on est dans son corps comme on est dans ses relations ». Et dans ton livre, on voit aussi que tous ces apprentissages se font dans des contextes et avec aussi l'entourage qu'il faut. Par exemple, les enfants apprennent des choses avec les enfants, avec les contacts avec les enfants. Et les adolescents, en même temps, se font la même chose. Donc les garçons vont s'amuser à se bousculer, les filles vont se faire des câlins, etc. Et quand ces garçons, ces filles, à un certain âge, sont par exemple immobilisés à la maison, à la maison ou à l'hôpital, qui n'ont pas pu rencontrer d'autres enfants de leur âge, tac, ça ne fonctionne pas. Eh bien oui, ça peut créer se met pas en place. Et ça ne se met pas en place, effectivement. Et ces enfants-là peuvent se sentir totalement désynchronisés. Et à côté, quoi. Et à côté. Donc on peut à ce moment-là mobiliser des âges clandestins autres, voire les vieux, etc. Ou les aider, oui, voilà. Mais non, mais je veux dire eux-mêmes. Eh bien oui, tout à fait, tout à fait. Et donc du coup, à mon sens, un des enjeux est que nous arrivions, nous, en tant que thérapeutes, à les aider à à construire des chaînes d'expérience qui leur font défaut, qui s'appuient sur des sensations, de la légèreté, de l'énergie, des choses qui leur font défaut parce qu'ils ne l'ont pas connu. Et quand je parle de ça, il n'y a pas effectivement que le fait de s'occuper de ses parents. Tu as tout à fait raison. Des enfants qui sont hospitalisés très longtemps à l'hôpital peuvent se retrouver avec des défauts d'apprentissage et d'expérience liés à la relation aux autres enfants. À la fois dans effectivement la possibilité d'apprendre à se faire des câlins, comme à se mettre des coups. Pour se dire bonjour. Les garçons, boum. Voilà, même s'il y a aussi des garçons qui apprennent à faire des câlins, et en même temps, ils apprennent effectivement quelque chose qui est fondamental, qui est la notion de réceptivité, c'est-à-dire d'accueillir. Et que quand on parle de côté masculin et féminin chez les individus, c'est toujours par rapport à ces deux intentions-là. C'est-à-dire la façon dont on va vers l'autre et dont on l'accueille. Et qu'effectivement, ça serait très réducteur de dire que tous les hommes sont à aller vers et que toutes les femmes sont que dans l'accueil. Non, on est d'accord. Il y a ces panachés, néanmoins, ce qui est sûr, c'est que toutes ces compétences, ce savoir-être et ce savoir-faire dans le fait d'aller vers l'autre et d'accueillir l'autre, se construisent et sont alimentées par des âges clandestins, parce que ces expériences pour aller vers et accueillir, on les fait depuis tout petit. Et donc, forcément, elles sont dépositaires de chaînes d'expérience très fortes. Donc, il est évident que si certaines de ces chaînes d'expérience dans le fait d'aller vers, de recevoir, d'accueillir, n'ont pas été faites, par exemple à l'adolescence ou à l'âge adulte, ça peut effectivement, à nouveau, poser problème dans des relations plus adultes. Cette troisième partie sur les âges clandestins est maintenant terminée. On retrouve le docteur Bruno Dubos dans la quatrième partie et il va nous apprendre encore un tas de choses parce que vous l'avez bien vu, c'est un maître Yoda des habiletés relationnelles. En attendant de le retrouver, un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi commenter et raconter la manière dont vous voyez les choses maintenant avec ces âges clandestins, la manière dont vous rentrez en relation, la manière dont vous pouvez comprendre nos habiletés relationnelles. Et puis, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et vous serez notifié des nouvelles vidéos. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très vite.